Un attentat à l'origine de la catastrophe du Boeing d'Air India. L'hypothèse est de plus en plus avancée. Israël relâche 31 Libanais. Nabi Berri demande aux Américains de s'éloigner des côtes libanaises. La Syrie entre en scène. Languedoc-Roussillon, un voyage difficile pour François Mitterrand qui insiste sur la nécessité de moderniser la France pour lutter contre le chômage. Patronat syndicat, arrêt des négociations sur les congés de conversion, c'est la seconde rupture en 6 mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est de plus en plus probable qu'un attentat soit à l'origine de l'accident du Boeing 747 de la compagnie Air India. En tout cas, le gouvernement canadien a affirmé aujourd'hui qu'il s'agissait bien d'un acte de terrorisme. Un acte d'ailleurs revendiqué par la Fédération des étudiants sikhs et par l'armée de libération du Cachemire. Sur place, au large de l'Irlande, les recherches des corps ont continué toute la journée. Francine Raymond. La boîte noire du Boeing 747 a pu être repérée en mer à quelques 700 mètres de profondeur au large des côtes irlandaises, mais pas encore repêchée. Seules les informations qu'elle contient permettront de déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident. Grâce aux avions et aux navires qui quadrillent l'Atlantique depuis hier, on a pu repêcher les corps de 144 passagers sur les 329 portés disparus, ainsi que quelques débris de l'appareil. L'enquête sera placée sous la responsabilité de l'Inde, mais impliquera aussi le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis et différentes organisations internationales. 4 experts accompagneront dès demain les parents des victimes. Arrivés de New Delhi et de Bombay, ils sont attendus en Irlande pour identifier les corps. À l'hôpital de Cork, une chapelle ardente a été dressée. 6 équipes de médecins légistes ont commencé l'autopsie des cadavres. Tout plaide pour la thèse de l'explosion en vol, mais la seule piste pour l'instant est les témoignages d'un capitaine d'un navire panaméen qui se trouvait à une dizaine de kilomètres du point de chute de l'appareil et qui a vu la partie arrière du fuselage de l'avion exploser. Quoi qu'il soit arrivé à cet avion, que ce soit une explosion de réacteur, que ce soit l'avion qui s'est rompu dans une turbulence en ciel clair ou un jet stream, ou que ce soit une bombe, n'importe comment, il y a une explosion. Donc dire, parce qu'on a vu l'avion exploser, que c'était obligatoirement une bombe, ça me paraît très très prématuré. Qu'est-ce qui se produit dans un avion lorsqu'il y a explosion? Alors, le point primordial est de savoir s'il y a un trou dans la carlingue. Le trou qui se crée dans la carlingue fait un courant d'air extrêmement violent qui tente à faire échapper l'air qui est dans l'avion vers l'extérieur. Si bien que si des passagers sont debout à côté de ce trou, non attachés, ils vont partir dehors. Et ça crée un courant extrêmement violent qui entraîne beaucoup de choses sur son passage. Est-ce qu'on a des exemples d'avions justement à l'intérieur desquels une bombe a explosé mais qui ont pu atterrir? Ah oui, plusieurs cas. Il y a même un 747 d'une compagnie française à qui c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était à moins haute altitude, de l'ordre de 6000 mètres, et le commandant de bord a réussi à ramener son appareil entier et il n'y a même pas eu de blessés à bord de cet avion. Depuis quelques jours, on assiste donc à une recrudescence des actes de piraterie aérienne, détournements, attentats. Cela dit, il faut remarquer qu'après la vague de terrorisme du début des années 70, ces actions s'étaient très nettement ralenties. Daniel Durandet. L'utilisation de l'avion comme vecteur du terrorisme international a réellement commencé autour des années 70 avec toute la série de détournements d'avions américains vers Cuba. En revanche, au cours des 5 dernières années, le nombre d'actes de piraterie a nettement baissé pour se stabiliser aujourd'hui à environ 15 par an en moyenne, alors qu'à travers le monde, 3 à 4 millions de vols sont effectués chaque année. Pendant cette même période, l'avion le plus utilisé par les terroristes a été le Boeing 727. Il est vrai que c'est aujourd'hui l'avion le plus construit au monde. Les autres avions comme l'Airbus, les Boeing 747, 737 et les DC-9, intervenant dans les statistiques, moitié moins souvent. La plupart des 138 compagnies mondiales qui transportent plus de 800 millions de passagers par an ont été victimes un jour ou l'autre d'un acte de piraterie. On trouve cependant, au cours des 5 dernières années, quelques compagnies plus utilisées que d'autres par les terroristes. Parmi elles, Iran Air, Air India et la compagnie nationale vénézuélienne. Même répartition pour les escales de départ des pirates de l'air, avec bien sûr les 6 aéroports relevés par l'IATA comme peu sûr, mais aussi Francfort, Jeddah et New Delhi. En ce qui concerne les aéroports français, ils sont très généralement considérés comme sûrs par les compagnies du monde entier. À l'heure actuelle, dans les aéroports français, tous les passagers et leurs bagages à main sont systématiquement fouillés sur tous les vols internationaux. Pour les bagages,
Un grand nombre de ces bagages passent par des circuits qui comprennent à la fois des rayons X, qui détectent ce qu'il y a à l'intérieur des valises, et des chiens spécialement dressés recherchent les explosifs et la drogue. C'est l'ensemble des services français chargés de cette affaire, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et la douane, qui regardent toutes ces affaires-là. Et enfin, si on constatait à bord de l'avion que le nombre de passagers n'est pas exactement égal au nombre de personnes enregistrées ou au nombre de bagages enregistrés, alors on ferait descendre tous les gens pour reconnaître les bagages de telle façon qu'il n'y ait pas des bagages qui ne correspondent pas à un passager. Et avec toutes ces mesures, je crois que nous assurons une très grande sécurité. Donc pour vous, Paris est une place, un aéroport parfaitement sûr? Oui, tout à fait. Et comme je peux vous le dire, des représentants de l'ambassade des États-Unis sont venus tout à l'heure pour que nous évoquions ces sujets et ils m'ont confirmé que pour eux, les Américains, Paris est un aéroport très sûr. Périodiquement, nous reprenons l'ensemble des mesures, nous les perfectionnons et je dois dire d'ailleurs que le gouvernement a fait un effort financier tout à fait important puisque pour 1985, les crédits correspondants ont été augmentés de 85%. Au Moyen-Orient, ça bouge un peu 10 jours après le détournement du Boeing de la TWA et la prise d'otages américains par les chiites. Aujourd'hui, Israël a libéré 31 Libanais. Et puis à Beyrouth, Nabi Berri, le leader du mouvement chiite Amal, a demandé très fermement aux Américains d'éloigner leurs navires des côtes libanaises. Tout cela montre que la diplomatie est à l'œuvre et confirme que la Syrie est entrée en scène. Joël Hazard. 31 prisonniers libanais, chiites pour la plupart, ont quitté ce matin la prison israélienne d'Atlit. Israël et les Américains s'empressaient d'affirmer que cette libération n'avait aucun rapport avec le sort des otages. Et en un sens, c'est probable. En relâchant ces détenus, Israël vient de donner la preuve qu'Amal n'avait pas la situation en main. Ces chiites ont regagné le sud Liban sans qu'aucune réaction n'intervienne en face, comme par exemple la libération des 2 otages malades dont on parlait. Amal a tout au plus fait aveu de faiblesse en reconnaissant que 9 otages échappaient effectivement à son contrôle. Mais en fait, la crise a pris une nouvelle dimension. Les chiites libanais restent les geôliers, mais ne sont plus les véritables maîtres du jeu. En exigeant aujourd'hui l'éloignement des côtes libanaises de la flotte américaine, Nabi Berri s'est fait le porte-parole de la Syrie. Car la menace d'opérations de représailles américaines sur le Liban a été au centre des conversations que le président syrien Assad vient d'avoir au Kremlin. Pour Moscou, il s'agit d'éloigner la flotte américaine au plus vite. Pour Washington, d'obtenir la libération des otages avec le moins de dommages possible. Pour Washington et Moscou, la balle est donc dans le camp syrien. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté en fin d'après-midi à Paris pour demander la libération des 4 otages français au Liban. Dans le cortège, on pouvait voir de nombreuses personnalités de la majorité et de l'opposition. Beaucoup de journalistes ont également participé à cette manifestation. Ils accompagnaient les membres des familles des 4 Français. 2 diplomates, Marcel Carton et Marcel Fontaine, un chercheur, Michel Seurat, et un journaliste, Jean-Paul Kaufmann. Alors Jean-François Kahn, vous êtes le directeur de l'événement du jeudi, le journal auquel appartient Jean-Paul Kaufmann. Cette union sacrée que vous avez vue cet après-midi dans le défilé, est-ce que cela vous satisfait? Je crois que c'est important. De toute façon, on n'avait pas le choix. Vous savez, il fallait qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? On n'a pas d'avion. On peut pas prendre des otages, nous. Je veux dire, même si on pouvait, on ne le ferait pas. C'est pas notre morale. On n'a pas de chiites à échanger. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que manifester? Alors je crois que c'est important d'abord que cette manifestation ait lieu, parce que vous savez, un journal qui appelle à une manifestation, ça se voit rarement. L'événement du jeudi, c'est un hebdomadaire. C'est pas notre truc, les manifestations. Bon, on a appelé à une manifestation. On a dit il y aurait 500 personnes, on nous a dit. Bon, on a été des milliers dans la rue. Je crois que ça, c'est important. C'est important que les syndicats qui d'habitude ne se retrouvent pas, la CGC des cadres, la FEN, la CGT, la CFDT, soient retrouvés et dit bon, on est solidaires. C'est important que pour la première fois depuis, à mon avis, mai 80 et même avant, on a vu, parce que là c'est un problème pur de droits de l'homme, irrécupérable par quiconque. Eh bien on a vu défiler ensemble M. Jospin, M. Toubon, Mme Simone Veil, un socialiste. C'est ça, bon... C'est important. Tout à coup, ils ont montré qu'ils pouvaient quand même être ensemble pour dire il y a 4 Français détenus, il faut les libérer. Alors le but de l'opération, c'était de faire pression sur le Quai d'Orsay. Cela dit, j'ajoute, il y avait 7000 personnes. En Amérique, demain, il y aura des manifestations, il y en aura 200 000.
Cela dit, il reste dans ce pays un fond d'égoïsme. C'est sans doute un des pays du monde aujourd'hui où l'égoïsme fait le plus de ravages, la France, et on aurait dû être 100 000. Et j'espère qu'on sera demain beaucoup plus. Je veux dire, il ne faut pas non plus se leurrer. Jean-François Kahn, qu'est-ce que vous cherchiez? La pression sur l'Élysée, sur le Quai d'Orsay pour que... Je crois qu'il fallait montrer, au moment où l'Amérique entière se mobilise pour ses otages, où tout le monde se mobilise, que les Français, qui ont 4 otages détenus depuis plusieurs mois, je veux dire que les Français ne restent pas les bras croisés, qu'ils n'acceptent pas cet affront, qu'ils n'acceptent pas cette atteinte au droit, à la liberté. Il faut le montrer quand même. C'est bien gentil de manifester pour sa retraite vieillesse. Mais je veux dire, il faut être solidaire aussi. Bon, on l'a montré qu'on pouvait être un peu solidaire, et je crois que c'est déjà quelque chose, mais il faut continuer la lutte. Opération réussie, Jean-François Kahn. Merci. Le président de la République a entamé ce matin son 11e voyage en province depuis 1981. En 2 jours, il va visiter les 5 départements du Languedoc-Roussillon. Un voyage difficile pour au moins 2 raisons. D'abord parce qu'il s'agit de la région de France la plus touchée par le chômage. Ensuite parce que ses agriculteurs sont hostiles à l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Sur place, Fernand Tavares. Le président aurait dû se rendre en Languedoc-Roussillon l'an dernier, mais il a préféré attendre que les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté européenne soient signés. François Mitterrand a toujours plaidé pour un tel élargissement, tandis que les viticulteurs et les producteurs de fruits et légumes du Midi ont manifesté et manifestent encore leur hostilité. Continuez de valoriser et de diversifier vos produits, a-t-il dit aux membres des coopératives en pleine transaction à Fournes. Ce marché au cadran informatisé réalise d'excellentes performances, comme quoi, en modernisant, on gagne, a lancé le président. Deuxième étape, Nîmes, une ville longtemps acquise à la gauche mais qui a basculé en 83. Jean Bousquet, le maire d'opposition, ne partage pas toutes les vues du chef de l'État, mais lui a-t-il fait observer, refuse de se crisper sur le clivage droite-gauche. En revanche, à Alès, devant la mairie, de violents affrontements ont opposé la CGT, épaulée par des militants communistes, aux militants socialistes locaux. Les mineurs cégétistes de la Drecht ont réduit en pièces les portraits du chef de l'État en criant « Mitterrand, trahison ». On me dit, mais voilà, c'est une sorte de trahison à des engagements. Quels engagements? Ai-je jamais dit que l'on ferait le renouveau de l'industrie française en dépit et de la science et de la technique qui arrivent de partout, démontrer que l'homme peut désormais commander la machine et créer des richesses? Oui, l'automation, oui, la robotique. On dit c'est ça la cause du chômage, et pourtant je constate que ce sont les pays les plus avancés sur le plan technique et sur le plan du progrès industriel qui ont aujourd'hui le moins de chômeurs. Comment ça s'explique ça? Parce que nous sommes en retard. À la Chambre d'agriculture du Vigan, l'Europe à 11 est à la une. Le président Labadie fait état de l'inquiétude du monde paysan, mais le chef de l'État, qui reconnaît qu'une phase difficile de transition doit être traversée, ajoutera « L'État et le Fonds européen de développement régional aideront le Languedoc-Roussillon, dont l'objectif à présent doit être de devenir le carrefour de l'Europe du Sud ». Dernière étape, Montpellier. Une visite au pas de course du splendide quartier Antigone, une architecture signée Ricardo Bofill, un ensemble de 2000 logements qui sera entouré d'écoles, de commerces, de lieux de loisirs. Bref, une ville dans la ville, un poumon supplémentaire pour la capitale régionale. Enfin, le président de la République a rencontré tard ce soir les élus régionaux et municipaux et tenté de les convaincre une nouvelle fois, comme il l'a fait au cours de la journée, de la nécessité d'une Europe plus grande et plus forte avec l'Espagne et le Portugal. Mais demain matin, chez les Catalans, le dialogue risque d'être un peu plus difficile. Au comité central du Parti communiste, Georges Barchet vient de mettre en garde son parti contre, je le cite, un risque de marginalisation aux prochaines législatives. Selon lui, cette marginalisation est l'objectif central du Parti socialiste, de la droite et du capital. Fin de citation. Rien ne va plus entre le patronat et les syndicats à propos des nouveaux contrats de conversion. Ce matin, les propositions du CNPF ont été repoussées par les organisations syndicales. C'est le deuxième échec de ce genre en 6 mois. Le premier concernait la flexibilité de l'emploi. Et cette fois-ci, il y a eu unanimité du côté syndical. Claude Guénaud. Ce qui est nouveau, c'est que toutes les organisations syndicales viennent de dire non à un plus dans la voie de la liquidation des droits et garanties des salariés. Sorti le premier pour annoncer l'échec des négociations, Louis Vianney n'a pas dissimulé sa satisfaction. C'est qu'il y avait longtemps que la CGT et les autres syndicats ne s'étaient pas retrouvés sur une position commune. En l'occurrence aujourd'hui, un non massif au CNPF dont l'intransigeance a cimenté ce front du refus.
L'enjeu des négociations, il faut le rappeler, c'était les congés conversion. Donner à tous les licenciés économiques une formation rémunérée d'une année, leur permettant d'accéder à un nouveau métier et augmentant leurs chances de réinsertion. Le CNPF s'était longtemps fait prier pour négocier. Ce matin, il a posé ses conditions, avec en premier un sujet tabou, la suppression de l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier, ce qui a soulevé un tollé général. Toutes ces raisons montrent que le CNPF n'avait pas l'intention de mettre en œuvre une formule véritablement efficace pour la reconversion des salariés. Au passage, il cherchait à ce que les moyens de licenciement lui soient facilités. La logique patronale, aujourd'hui, attend des échéances politiques pour prendre des décisions de fond quant au domaine de l'économique et de l'emploi. Pourtant, le CNPF se défend d'attendre les jours meilleurs de l'après-86. Pour lui, ces propositions représentaient un plus pour les licenciés économiques qui auraient bénéficié de 16 mois d'indemnité au lieu de 12. Les syndicats ont jugé l'avantage trop maigre au vu du prix à payer. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement qui comptait beaucoup sur cet accord pour faire baisser les chiffres du chômage. Laurent Fabius est arrivé cet après-midi à Alger où il doit effectuer une visite de travail d'un peu plus de 24 heures. En descendant de l'avion, le Premier ministre français a précisé que les relations entre la France et l'Algérie étaient tout à fait privilégiées. Cela étant, ce voyage de Laurent Fabius intervient à un moment où les relations politiques entre les deux pays ont connu une phase plutôt fraîche. Michel Vial. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les sujets de conversation, pour ne pas dire de friction, ne devraient pas manquer entre les deux pays qui connaissent depuis quelques années une période d'irritation mutuelle grandissante. Malgré le contexte plutôt favorable qui avait suivi la signature du fameux contrat gazier, le programme d'investissement de l'Algérie, révisé en baisse, ne place plus la France au rang de partenaire commercial privilégié. La presse algérienne n'hésite d'ailleurs pas à moquer, je cite, la nostalgie fumeuse d'une époque révolue depuis bientôt une génération. Autre sujet de querelle, le problème des émigrés algériens en France, sur lesquels l'Algérie demandera de nouvelles garanties de sécurité, tandis que la France s'efforcera d'obtenir un large droit de visite en Algérie aux enfants de couples mixtes et divorcés. Enfin, la politique française au Maghreb, qui dans le conflit du Sahara occidental paraît préférer le Maroc à l'Algérie, rend plus aléatoire encore ce point d'équilibre, sinon la sérénité entre Paris et Alger. Les quelques 30 heures du voyage de Laurent Fabius, outre-Méditerranée, ne seront peut-être pas de trop pour tenter de régler tous ce contentieux. Encore un attentat ce matin au Pays Basque espagnol. Cela s'est passé à Lequeitio, dans la province de Biscaye. Un pêcheur a été abattu dans la rue par 2 ou 3 personnes, on ne sait pas exactement. On a retrouvé près de lui des munitions qui sont habituellement utilisées par l'ETA militaire. Depuis cet après-midi, l'Italie a un nouveau président. Il s'appelle Francesco Cossiga, il a 57 ans, c'est un démocrate chrétien et il a été élu au premier tour de scrutin par un collège de 1000 grands électeurs. Francesco Cossiga va donc succéder à Sandro Pertini, un socialiste de 88 ans qui était devenu un véritable mythe dans son pays. Hubert Coudurier. Son prédécesseur ayant démissionné à la suite d'un scandale financier, Sandro Pertini allait rapidement redonner de la fonction présidentielle une image plus flatteuse, en montrant notamment qu'il n'entendait pas seulement inaugurer les chrysanthèmes. Devenu une sorte de grand-père de la patrie, il n'hésitait pas à mettre son autorité morale en jeu pour dénoncer en public tous les maux qui secouaient l'Italie, de la corruption au terrorisme. Son successeur, Francesco Cossiga, n'a pas le franc-parler du vieux résistant antifasciste. Démocrate chrétien de la première heure et président du Sénat depuis 2 ans, ce cousin de l'ancien chef du parti communiste Enrico Berlinguer apparaît plus comme un homme de compromis. Le plus audacieux des modérés et le plus prudent des innovateurs, disent les méchantes langues. Mais c'est un honnête homme, a estimé l'ancien président bien-aimé. Son élection est en fait le prix payé à la démocratie chrétienne par le premier ministre socialiste Bettino Craxi pour terminer son mandat. Un moyen pour cette formation politique discréditée de se refaire une virginité. Succès complet pour la navette américaine Discovery. Elle s'est posée en douceur cet après-midi sur la base aérienne d'Edwards en Californie. Ce retour marque aussi la réussite du Français Patrick Baudry. Et ce soir, François Mitterrand a remercié et félicité le président Reagan. Véronique Bonnet.
À 15h15, heure française, Discovery a atterri une nouvelle fois sur le sol californien devant des milliers de curieux qui campaient depuis la veille au soir. Temps superbe, ciel dégagé, vent quasi inexistant pour la navette qui atteignait la base aérienne d'Edwards après une large boucle et un double bang sonique. Succès complet pour cette 18e mission des Américains qui a permis à la NASA de redorer son blason après les échecs successifs des précédents voyages. Cette fois-ci, les moteurs chargés de mettre sur orbite les 3 satellites ont bien fonctionné et la mise au point du système anti-satellite au laser s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Bonne récolte aussi d'expériences scientifiques pour l'équipage de 7 personnes, parmi lesquelles le Français Patrick Baudry et le prince saoudien Sultan, notamment sur les modifications du corps humain en apesanteur. Prochain voyage de la navette le 13 juillet, avec pour la 2e fois le laboratoire européen Spacelab. Sport, le tournoi de Wimbledon n'a pas pu commencer aujourd'hui, il a en effet plu toute la journée. Simplement en fin d'après-midi, 2 joueurs, McEnroe et McNamara, se sont risqués sur le court, mais le match a dû être interrompu au bout de un quart d'heure. Espérons que les rencontres pourront reprendre dès demain avec un John McEnroe qui reste l'homme à battre sur l'herbe de Wimbledon. Michel Drey. Connors-McEnroe. C'était la finale de l'année dernière. 2 styles de jeu différents et pourtant 2 spécialistes du gazon. McEnroe surtout. Déjà 6 fois finaliste et 2 succès. Il sera peut-être le premier Américain à l'emporter 3 années de suite. Un jeu idéal sur l'herbe de Wimbledon. Service de plomb et volée décisive. Il est à l'aise quand ça va vite. McEnroe sera encore l'homme à battre. Dans ce tournoi, où le service est roi, des joueurs comme Crick, Curren, Cash et Becker peuvent atteindre les demi-finales. Mais les spécialistes de la terre battue ont aussi leur mot à dire. Le coup droit d'Ivan Lendl est encore plus efficace à Wimbledon. Quant à Mats Wilander, il a montré l'étendue de ses progrès dans le tennis d'attaque. Et si, comme il l'affirme, l'herbe l'inspire vraiment, il peut envisager un 3e succès après l'Australie et Roland-Garros. Côté français, Noah Lecomte Forger, même combat et maigres espoirs. Et puis j'apprends à l'instant qu'un match a quand même pu se disputer. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl s'est qualifié pour le 2e tour en battant l'Américain Mel Purcell en 3-7, 6-4, 7-6, 7-6. À la Bourse de Paris, le dollar a cédé un peu de terrain aujourd'hui. Cela contraste avec la fin de la semaine dernière où la monnaie américaine était restée très ferme. Henri Loret. Oui, un dollar ferme dans un marché incertain où les Européens poussent à la hausse et les Américains à la baisse. Malgré la remontée très nette des taux au jour le jour, le dollar est en baisse ce soir à New York. La Bourse de Paris a confirmé ses dispositions de vendredi, séance du terme boursier de juillet. On y a vu l'action Michelin en forte hausse et les valeurs françaises ont globalement gagné 1%. Le marché parisien, il est vrai, est très encouragé par Wall Street qui a pris 24 points vendredi et qui reste bien orienté malgré les perspectives plus sombres sur les taux d'intérêt. Dow Jones à 1320. Avant de refermer ce journal, je vous propose de regarder des images d'un événement tout à fait exceptionnel qui s'est déroulé dans une petite commune du Calvados, près de Caen. Cela s'est passé hier entre ciel et terre, pour tout dire sur un fil. Il s'agissait ni plus ni moins du baptême du petit-fils du célèbre funambule Henrize. Le baptême a eu lieu à 150 mètres du sol, en présence du curé de Saint-Rémy, qui, on le voit, n'a pas eu froid aux yeux. En revanche, le parrain et la marraine n'ont pas osé faire le voyage, eux. Voilà. La météo pour demain, avec une France coupée en deux, sur la moitié sud jusqu'au Lyonnais et en Alsace, il fera beau après la dissipation de quelques brouillards matinaux. Sur le nord et l'ouest, les éclaircies du matin feront vite place à un ciel couvert avec quelques pluies. Les températures seront dans l'ensemble stationnaires. Fin de ce journal, dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec nos confrères de Thalassa qui vont vous emmener au soleil du côté des îles Hawaï. Avant de vous laisser en leur compagnie, voici le rappel des titres que nous avons développés pour vous ce soir. Très bonne fin de soirée sur FR3. Un attentat à l'origine de la catastrophe du Boeing d'Air India, l'hypothèse est de plus en plus avancée.
Israël relâche des Libanais. Nabi Berri demande aux Américains de s'éloigner des côtes libanaises. La diplomatie syrienne est entrée en scène. François Mitterrand insiste au Languedoc-Roussillon pour moderniser la France et lutter contre le chômage. Patronat syndicat, arrêt des négociations sur les congés de conversion.